Bienvenue sur le podcast. Salut Jérémy. Est-ce que tu veux te présenter rapidement avant de commencer pour les personnes du coup qui te découvrent, tout simplement? Oh. D'accord, bah écoutez, écoute, je te tutoie, hein. Tutoie-moi, t'as Euh, raison, t'as raison. ouais. Moi je suis Richard, je suis travailleur indépendant depuis 2007 et je fais de la vidéo depuis 2014. Vidéo du coup à quelle destination? C'est pour des professionnels? C'est quoi? Vidéo de mariage? C'est de l'animation? Oui, alors c'est de l'animation, je fais de la vidéo Ok, en motion design à destination des professionnels, principalement les SaaS, les startups, les chefs d'entreprise, mais aussi les consultants, les grands comptes pour de la communication interne. ok. Et la question que j'aime bien poser au début des échanges, tu as été quoi en premier? Papa ou entrepreneur? Par quoi t'as commencé? Papa, Papa. Donc tu t'es lancé papa, quand t'étais encore salarié. oui, exactement. Ok, comme Donc, moi. en fait, en faisant bref, parce que sinon ça va être trop long. Avant, je travaillais en grande distribution. Ok. D'accord. Donc j'ai été initialement j'étais libraire en grande distribution lorsque j'ai eu ma fille aînée donc qui a 18 ans cette année et j'ai dû quitter le l'emploi que j'occupais à l'époque dans le 77 pour revenir me rapprocher d'un point de vue familial de ma mère. Donc j'ai quitté un boulot que j'adorais pour revenir dans la même entreprise mais à un poste que je détestais. Ok. Et, euh, le temps aidant, je me suis rendu compte que sans passion, les sacrifices qu'on peut faire au niveau de la famille, ça passe pas. Ça passe pas. Par exemple, ma fille, quand elle a fait ses premiers pas, je l'ai su après. Ok. Quand Hmm. elle a, elle a eu ses premiers mots, Mhm. 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 Donc l'entrepreneuriat pour toi, c'était pas une vocation de base, c'était un moyen de profiter de tes enfants, c'est bien ça? Ou est-ce que mine de rien, au fond de toi, t'as quand même cette fibre-là qui dormait, qui sommeillait?
Mais c'est vrai que c'est un écueil dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui et de papas entrepreneurs, c'est le fait de reproduire le schéma salarié au monde de l'entrepreneuriat. Et du coup, t'es pas tombé dedans, j'ai l'impression. C'est à nouveau avoir cette notion de, mine de rien, je suis entrepreneur, je dois bosser à nouveau de 8 heures à 17 heures. Sans m'accorder effectivement de pause, de temps avec mes enfants, mais de temps pour moi aussi. C'est important. Moi, typiquement, c'est vrai qu'un élément qui est bête, mais je vais faire mes courses quand les gens travaillent. Mais c'est vrai que ça apporte une tranquillité d'esprit, comme pour les rendez-vous médicaux. Mais c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui se cantonnent à un schéma 8 heures, 17 heures, malgré la liberté que leur offre l'entrepreneuriat. Et c'est top de voir que t'es pas tombé dedans et que tu profites réellement de tes enfants grâce à ça aussi. C'est là qu'il y a une plus-value, je trouve. D'être à son compte, de gérer ses horaires, de pouvoir profiter en fait de la vie différemment des autres. Forcément, c'est aussi des écueils parce que les fois on travaille le soir, on travaille également le week-end, je pense que c'est ton cas comme c'est le mien. Mais on peut gérer en fait. Il n'y a pas cette notion de s'imposer un rythme horaire auquel on a été éduqué durant des années et qu'on reproduit même quand on a la liberté que l'on cherchait à avoir. Bien sûr. Mhm. Mhm.
Mhm. Mhm. Il y a un élément super intéressant qui est évoqué, c'est le sommeil de ton enfant, qui s'endort uniquement sur toi. C'est encore le cas aujourd'hui. Je vais faire un aparté assez intéressant par rapport à ça. En fait, chaque enfant et chaque adulte également dispose de stratégies de sommeil. Et quand la stratégie n'est pas en place, en l'occurrence chez toi, ne pas être sur toi pour s'endormir, le sommeil ne vient pas. Tu l'as très bien dit par rapport à ton épouse par exemple, qui n'arrivait pas à endormir ton fils, et potentiellement c'est encore le cas aujourd'hui d'après ce que j'ai pu comprendre. Et c'est vrai qu'il y a un écueil dans lequel également tombent beaucoup de parents, c'est vouloir endormir leur enfant en poussette ou en voiture. Et en fait, ça rend dépendant. C'est que très souvent, on se dit, ok, c'est la bonne solution, ça fonctionne. Mais ça rend l'enfant dépendant de la poussette ou de la voiture pour s'endormir. Et c'est pour ça, effectivement, que lorsque la voiture s'arrête ou lorsque le trajet en poussette s'arrête, automatiquement, l'enfant se réveille. Donc, c'est vrai que c'est un vrai élément. Nous, on a eu beaucoup de mal avec mon premier enfant, avec ça, avec ma compagne. On n'avait pas encore conscience de tout ça. On a été accompagné, d'ailleurs, par la société Fedodo, qui est gérée par un couple d'amis, à justement comprendre ces mécanismes du sommeil chez l'enfant. Et au début, on n'avait pas conscience, effectivement, qu'il y avait des stratégies chez Nathan, mon premier fils, qui l'empêchaient de dormir. Et par ce fait-là, il est resté à ne pas dormir durant 2 ans de sa vie. 2 ans, c'est très très long, 2 ans, c'est vraiment très long. 2 ans, être réveillé entre 5 et 3 fois par nuit. Mais quand on a su identifier ça, précisément, avec les bons protocoles, les bonnes stratégies, effectivement, on a compris rapidement qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui allait, pour renforcer le positif, supprimer le négatif, et en 2 semaines, il s'est endormi après. Il a fait toutes ses nuits. C'est qu'on n'a pas conscience de ces micros habitudes, on va dire, qui peuvent avoir de grosses incidences sur le sommeil des enfants, sur leur comportement, sur leur hygiène, sur leur santé, sur leur vie. Donc merci d'avoir introduit ce sujet, comme ça j'ai pu rebondir un peu par rapport à ça, pardon, parce que c'est un sujet juste essentiel et peu connu malheureusement aujourd'hui. Oui, bien sûr. Hmm. Non mais c'est essentiel. C'est vrai que tu l'as très bien dit, il y a un rapport différent qui s'est créé entre ta première fille et ton fils. Vu que tu étais là, c'est normal, en fait, tu l'as pris davantage dans tes bras. En fait, il y a une molécule qui est créée quand on prend quelqu'un dans ses bras qui s'appelle l'ocytocine. Et plus on va prendre son enfant dans ses bras, plus on va faire du pot à pot aussi. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le pot à pot, plus on va créer de l'ocytocine, et c'est l'hormone du lien social, de l'amour, de la cohésion. Et c'est vrai qu'au départ, en fait, quand la maman accouche, ce qui est merveilleux, c'est que c'est l'ocytocine aussi également qui déclenche l'accouchement. C'est pour ça, effectivement, qu'il y a un rapport qui est très fort et qui est créé immédiatement entre un enfant et sa mère. Mais le père peut être exclu, malheureusement, de ce rapport-là s'il n'est pas présent au départ. Et s'il prend pas suffisamment l'enfant dans ses bras. Et moi, je l'ai vécu également. Mon premier fils, j'étais encore salarié tout comme toi. Bien sûr, j'étais là au début, etc., avec le congé parental et j'en passe, mais pas là au quotidien. Donc il y a un fort lien qui s'est créé entre sa maman et lui, et beaucoup moins entre lui et moi. On l'a rattrapé par la suite, quand notamment j'ai pu me détacher du mode salariat. Mais mon deuxième fils, par contre, j'ai pas fait, entre guillemets, cette erreur que je ne connaissais pas à l'époque, et encore j'étais à nouveau salarié, donc je ne pouvais pas le mettre en place. Mais d'entrée de jeu, je l'ai pris souvent dans mes bras. J'ai souvent été avec lui. J'ai dormi avec lui. Je l'ai pris contre moi. Je lui ai tenu la main. Je l'ai accompagné. Et en termes de lien social, ça n'a rien à voir. À âge équivalent, ça n'a rien à voir. Raphaël, mon deuxième, est beaucoup plus souvent vers moi. Dès qu'il tombe, il vient soit vers moi, soit vers la maman. Quand c'était Nathan, c'était que la maman. Moi, je n'existais plus.
Et maintenant, on regarde mes connaissances, je le comprends. Et c'est vrai que c'est intéressant quand on comprend les mécanismes qu'il y a derrière. Et je comprends du coup que ça te fasse du bien parce que physiologiquement, ça te fait du bien. C'est pas que psychologique en fait, c'est réellement physiologique. On en a besoin. C'est pour ça qu'on se prend naturellement dans les bras quand on n'est pas bien. C'est pour générer de l'ocytocine qui est apaisante. Donc il y a un vrai truc derrière, mais tu as raison, il faut justement entretenir ça. Et aujourd'hui, beaucoup trop de pères ont également l'éducation un peu à l'ancienne qui dit je prends pas mes enfants dans les bras. Mais je suis pas là pour critiquer ça parce que ça peut se comprendre, c'est des modes de vie différents, mais on passe à côté de quelque chose. Hmm. Mhm. 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 Oui, complètement. Complètement. C'est vrai que après, c'est aussi évolutif comme notion parce que à l'époque, l'homme était chasseur-cueilleur principalement et la femme s'occupait du coup des enfants. Et je pense qu'on a encore hérité un peu de cette notion-là, de cette construction-là en quelque sorte, de l'homme est fait pour protéger, pour nourrir, mais pas pour choyer. C'est ça qu'on évolue maintenant parce que du coup le cadre de vie également a évolué. Mais même avec ce cadre-là, j'ai l'impression, et dis-moi si je me trompe, dis-moi si tu le vis toi aussi, qu'il reste quand même un écart entre la perception de la parentalité chez la mère et chez le père. J'ai l'impression quand même que moi en tant que père, des fois, j'ai plus tendance, comment dire, non pas à m'emporter, non pas à m'énerver, pas du tout, c'est pas le cas, mais être un peu plus distant parfois. Sans pour autant être froid, loin de là. Mais je le vois dans mon comportement. Des fois, je suis moins dans cette notion d'impulser des jeux avec mes enfants, de prendre du temps et de la patience avec eux. Autant chahuter, j'aime bien parce qu'on revient du coup à ce côté-là, presque à nouveau chasseur-cueilleur. Ou par le chahutage, par les coups, par la bagarre entre guillemets, le chamaillage, mes enfants sont petits, mais c'est un peu comme ça qu'on peut l'interpréter. Je prépare mes enfants à devenir des futurs chasseurs-cueilleurs. Si à nouveau je répercute cette notion évolutive. Hein. Alors que la maman est plus dans l'apprentissage, plus des émotions, de la tranquillité, de la patience, du dessin. Donc dis-moi ce que tu en penses. À nouveau, c'est presque, en fait, c'est uniquement mon expérience qui parle. Donc j'essaie de la généraliser un peu, et c'est pour ça également qu'il y a ce podcast qui existe, pour comprendre un peu les leviers qu'il y a derrière. Mais est-ce que tu partages, toi ou non, cette vision-là ou ce ressenti-là aujourd'hui? Tu peux me dire non, je ne serai pas vexé, je ne couperai pas l'échange. Ne t'inquiète pas. Ok. Mhm. Mhm.
Les irréductibles. Ok. Hmm. C'est déjà pas mal. Bien sûr. D'accord. C'est une belle métaphore.
Mhm. Mhm. C'est vraiment intéressant ce que tu dis pour les ados. Je ne sais pas encore parce que mes enfants restent très jeunes, hein. Mon plus grand a 4 ans et demi, le deuxième a 1 an et demi. Mais ce qui est très pertinent dans ce que tu dis, c'est l'explication des choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents, de façon générale, entrepreneurs ou pas entrepreneurs, peu importe, le sujet n'est pas là, qui engueulent leurs enfants sans expliquer le pourquoi du comment il y a cette engueulade. Pourquoi est-ce que j'ai haussé le ton? Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là? Qu'est-ce qui a mené à cette conséquence-là? Et moi, de mon côté, maintenant, en fait, je fais des tirs de sommation par rapport à mon fils en quelque sorte en lui disant, ok Nathan, là tu te rends compte, ça fait 2 fois. 2 fois que je te dis ça, la conséquence c'est ça. S'il y a une troisième fois, la conséquence ça va être ça. Maintenant tu assumes. Soit tu continues, la conséquence tu la connais, tu vas la subir. Elle sera comme ça, c'est impartial, ça sera là. Soit tu arrêtes et tout se passera bien. Maintenant qu'est-ce que tu décides? Et ça, constamment, je cherche à responsabiliser mon plus grand fils. À nouveau, le deuxième est beaucoup trop petit par rapport à ça. Et même le premier est un peu petit, mais ça commence à venir. À lui faire comprendre que chaque action a une conséquence. Et je trouve que cette notion de responsabilisation, pour moi, c'est une valeur qui est très forte parce qu'aujourd'hui, on la perd en France. J'ai l'impression, non, c'est pas l'impression, hein, on peut l'admettre, je pense, où l'État est constamment là pour pallier aux erreurs des personnes. Dès qu'il y a une erreur en termes de santé, en termes de nutrition, en termes de manque de sommeil, en termes de je ne sais pas quoi, il y a constamment une aide de l'État qui vient derrière. Quand on est salarié, c'est pareil, on fait une erreur, à nouveau, la paye tombe constamment. Sauf que quand on est entrepreneur, on doit assumer ses choix, on doit assumer ses décisions, on doit assumer les conséquences qu'il y a derrière. Et je pense que le monde mériterait à assumer davantage les conséquences de leurs actions. Et c'est pour ça que je veux que mes enfants n'aient pas ce discours de j'ai pas eu de chance, c'est pas de ma faute. C'est la faute d'un tel, c'est parce qu'il fait mauvais, c'est parce que je suis fatigué, etc. Oui, d'accord, t'es fatigué. Pourquoi t'es fatigué? On remonte le fil. Tu t'es couché tard hier. Ok, donc la conséquence, c'est la fatigue. Il y a un lien à tirer quelque part. Il y a un fil à tisser quelque part. Et quand on comprend ce fil-là, ce lien-là, on peut faire des choix plus éclairés. Et c'est vrai que cette notion à nouveau de... Je le vois trop souvent dans mes proches, hein, d'engueuler leurs enfants, de dire des choses parfois assez dures en plus à des enfants. Je me rappelle d'un couple d'amis, d'ex-amis parce qu'ils ne le sont plus justement, qui disaient à leur enfant: je ne t'aime plus. Parce que l'enfant fait une bêtise. Pourquoi faire ça? Imaginez juste le choc émotionnel chez l'enfant. En plus, complètement en fait, ça crée aussi une dépendance, ça crée presque un syndrome de Stockholm en quelque sorte, et si on revient au niveau évolutif à nouveau, ça crée à nouveau une chute d'ocytocine. Parce que le je ne t'aime plus, comment il est perçu par le cerveau humain, il est perçu par maman ou papa veulent me sortir de la tribu. Donc me mettre en danger par rapport à l'environnement extérieur. Donc si je suis exclu de la tribu, le cerveau interprète comme étant une petite mort en quelque sorte, et c'est terrible pour un enfant. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact des mots, des phrases, des intonations que l'on peut avoir envers un enfant. Et à nouveau, cette notion d'expliquer les choses, déjà permet en amont de faire des tirs de sommation, comme j'ai dit précédemment, parce que ça semble très important de cadrer, et pas que d'un coup ça parte sans signe avant-coureur. Faire comprendre que là, en fait, là, tu pousses le bouchon trop loin. Si tu poursuis, tu sais ce qui va se passer. Là, je suis calme, je t'ai prévenu calmement. Mais c'est pas dit que dans 5-6 minutes, malheureusement, j'y aille un peu plus fort. Je parle pas de violence, hein, je parle de mots, etc., d'aller dans ta chambre, d'être puni dans la salle de sport et j'en passe. Du moins pour mon cas personnel, hein. Donc vraiment, c'est intéressant, je trouve, de justifier les propos et d'expliquer les choses. À nouveau, comme quand on est salarié. Pareil pour un client, tu vas me le faire comprendre, je pense, tu vas affirmer ce que je vais dire. Un client qui est compliqué, il faut pas d'un coup le claquer la porte au nez, ça sert à rien, il faut lui faire comprendre au début. Votre demande n'est pas réalisable. Par rapport au budget attribué, ce n'est pas réalisable. Par rapport au délai que vous m'imposez, ce n'est pas réalisable. Plutôt que de se dire, ok, je me tais, etc., j'y vais comme un forçat et d'un coup ça finit en clash, autant commencer l'entrée de jeu par expliquer ce qui peut mener à un échec potentiel ou à une conséquence potentielle pour éviter justement que ce que l'on vient de dire n'arrive et ne survienne.
Donc il y a un vrai parallèle à faire, je pense, entre l'entrepreneuriat et la parentalité, avec cette notion de responsabilisation à nouveau des individus aujourd'hui, qui manque cruellement à la société selon moi. Donc je sais pas si tu veux rebondir par rapport à ça, mais si tu affirmes, si tu confirmes, si tu infirmes, je sais pas. Mm. Mhm. Mhm. Je suis pareil. Mhm.
Non, non. Hmm. Hmm.
Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, ce que tu dis, moi je suis convaincu d'un élément, c'est le fait que la plupart des tensions, des problèmes de communication et manque est dû à un manque de précision. Aujourd'hui, on n'est pas assez précis. On dit uniquement fais ça. Ok, mais ça veut dire quoi? Dans quel délai? Comment je le fais? Et je pense effectivement que c'est une compétence que tu as acquis grâce à ce métier de freelance. Parce que quand tu es face à un client, si t'es pas assez précis, tu dois revenir vers lui en un second temps. Tu dois revenir le déranger. Tu perds du temps, il perd du temps, tu ternis ton image. En fait, ça marche pas. C'est vrai qu'on doit appliquer ça également aux enfants. Moi, ce matin, mon fils me demande, papa, où est mon dessin? Ok, attends, tu parles de quel dessin? D'un dessin comme ça, d'accord. Un dessin comme ça, t'en as 10 différents. Précisément, tu veux lequel? Dis-moi, sois explicite. Donne-moi vraiment tous les éléments pour que je puisse répondre à ta demande. Tant que je n'ai pas ça, je ne ferai rien. Parce qu'on va perdre du temps, toi et moi. On va s'éparpiller, on va s'égarer. Moi, je veux que les demandes soient formulées précisément. Et c'est que je tends également à l'inculquer assez tôt à mes enfants. Bah, du moins au premier, parce que le deuxième ne parle pas encore. Mais vraiment, je tends à lui faire comprendre que quand tu t'exprimes, il faut que tes mots soient précis. Quand tu as une demande à faire, il faut qu'elle soit précise. Ne laisse pas de place au doute. Tu vas perdre du temps, je vais en perdre, on va se tromper, et malheureusement, des fois, après, ça peut finir en pleurs et j'en passe, parce que du coup, les tensions se créent parce qu'on ne se comprend pas. Donc tu as entièrement raison, je pense. Et c'est vrai que le métier du coup de salarié, de freelance, pardon, et même de salarié quand on a un rapport avec la clientèle, permet de comprendre l'importance de la précision. Parce qu'à nouveau, si on n'est pas assez précis dans nos demandes, moi avant j'étais responsable recrutement, si précisément je ne comprenais pas le poste qui est attendu par rapport à mon client, je lui proposais des candidats qui n'allaient pas. Donc mon image était ternie par rapport à ça, je desservais l'image de la structure pour laquelle je travaillais, j'apportais des candidats de mauvaise qualité, mon client me faisait moins confiance, je perdais le client. Donc j'ai appris à être précis et je pense que comme la responsabilisation, la précision est vraiment une notion importante à avoir à l'esprit aujourd'hui. De savoir demander les choses précisément et de savoir également communiquer ce que l'on veut précisément vraiment. Je veux ceci parce que cela. Parce que souvent les parents se disent ok mon enfant fait un caprice. Non, parce que potentiellement l'enfant n'a pas exprimé de A à Z sa demande. Des fois c'en est un bien évidemment, mais s'il dit effectivement je veux ça parce que ceci, parce que cela, on peut comprendre ce qu'il y a derrière et on peut répondre précisément, si on n'est pas d'accord avec lui, le pourquoi du comment il n'aura pas ce qu'il souhaite. Parce qu'on a les arguments à lui opposer par rapport à son exposé de base. Vraiment, c'est une compétence très importante que tu as mis en lumière et je t'en remercie pour ça. Vraiment. Et il y a un livre aussi que je peux te recommander si jamais t'es intéressé par rapport à cette notion de responsabilisation et d'autonomie des enfants. C'est Parents chasseurs-cueilleurs. Parents chasseurs-cueilleurs. Qui est un super livre en fait avec une journaliste, je crois, américaine, qui avait son enfant aussi, une petite fille qui avait 3 ans, je crois, à l'époque, et qui est partie à travers le monde pour rencontrer un peu les tribus ancestrales pour voir comment eux géraient leurs enfants. Et qu'est-ce qu'elle remarquait? Comme quoi, en fait, on infantilise, je résume un peu, hein, beaucoup trop nos enfants aujourd'hui en Occident. En fait, l'exemple qu'elle prend est parlant, mais c'est vrai que c'est tellement un élément auquel on est habitué qu'on n'y pense pas. On offre à nos enfants des dinettes, des faux couteaux, etc., alors qu'ils pourraient nous aider avec la vraie cuisine. En fait, un enfant veut faire partie de la tribu. Sauf qu'aujourd'hui, on le met de côté, on le considère uniquement comme étant un enfant. Et tous les torts, entre guillemets, qu'il nous cause, à savoir être des fois collano-basque, comme tu l'as dit, des fois c'est pas agréable, il faut dire ce qu'il y a, hein, des fois, etc., faire beaucoup de choses, même des fois impulser des choses, nous on les freine, c'est des éléments qui vont freiner leur évolution et qui vont faire en fait des enfants, des personnes qui vont pas collaborer avec nous. Avec mon premier, j'ai pas lu ce livre-là, ma compagne non plus, du coup on n'a rien appliqué. Avec le deuxième, par contre, à 1 an et 3 mois, il débarrassait de la vaisselle tout seul. Il y avait de la casse, évidemment. Mais il apprenait. Il se responsabilisait. Aujourd'hui, il aime essayer. Par exemple, quand moi j'épluche des carottes, il vient à côté, il épluche des carottes. Il réussit pas, mais il apprend le geste. Il veut participer à la vie de la famille. Et en fait, ça en fait des enfants qui deviennent autonomes. Et qui veulent à nouveau contribuer à la tribu. Qui veulent à nouveau s'inscrire dans la tribu. Et non pas qui sont mis de côté et qui arrivent uniquement pour manger ou autre. Vraiment, ils participent à la vie de famille. Vraiment, c'est un super bouquin que je ne peux que te conseiller parce que ça va un peu dans le sens des éléments que tu m'as présentés précédemment. Moi, oui.
Oui. Mhm. Mhm. Les neurones miroirs qui rentrent en jeu, oui. Ah ouais, non, c'est impressionnant et je pense qu'il faut les éduquer par rapport à ça, comme tu le dis, les responsabiliser. Ça va être le mot de la fin, je suis désolé, mais j'ai un rendez-vous qui va se greffer. J'aurais bien aimé continuer, merci pour ton échange, pour ta transparence. Et potentiellement, pourquoi pas, pour un nouvel épisode à l'occasion, si jamais tu as d'autres choses à partager aux différents papapreneurs qui nous écoutent. Merci infiniment, Richard. Passe une très belle journée. À bientôt.